Eh bien, tout le monde, nous sommes très honorés d'accueillir à nouveau dans le studio un invité de longue date, et un ami, le colonel Douglas MacGregor. C'est l'un des meilleurs analystes géopolitiques qui existent. Et colonel, nous devons aller au fond des choses parce que nous voyons la situation au Moyen-Orient continuer à s'aggraver. Permettez-moi d'avoir votre avis aujourd'hui alors que nous assistons à un nouveau blocus de la part des États-Unis. Nous voyons l'Iran, qui menace potentiellement d'arrêter le commerce en mer Rouge. Que pensez-vous de la situation actuelle? Eh bien, permettez-moi d'aborder cela sous l'angle de 3 sujets importants, et nous traiterons en dernier le sujet Trump, ce qu'il fait ou ce qu'il essaie de faire. Je voulais d'abord souligner le complexe énergétique mondial. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le complexe énergétique mondial se compose en fait de milliers de pétroliers, de raffineries, d'installations de production, non seulement dans le Golfe Persique, mais partout dans le monde. Nous découvrons des choses que nous ne comprenions pas vraiment avant. Si vous retirez 15 millions de barils de pétrole du marché chaque jour, en fait, certaines personnes diraient que c'est plus proche de 20, mais nous allons rester sur 15 pour le moment. Que cela perturbe non seulement les États, qui commercent avec le Conseil de coopération du Golfe, ou le Koweït, ou le Qatar, ou l'Iran, ou n'importe qui d'autre. Cela affecte soudainement tout le monde, partout dans le monde. Un bon exemple, bien sûr, c'est l'Australie. Elle n'a pratiquement aucune réserve stratégique de pétrole. Ils vont manquer de diesel dans environ 12 à 13 jours. Ils n'ont aucune capacité de raffinage, même s'il leur reste un peu de pétrole. Et cela signifie que toute leur économie va effectivement s'arrêter. Ce n'est que l'Australie. Maintenant, vous trouvez cela très étrange. Oui, mais avec le temps, tout le monde devient complaisant et prend les choses pour acquises. La situation autour de ce complexe énergétique pourrait très vite empirer. Nous en parlerons dans un instant. L'une des conséquences malheureuses est le fait que 35% des engrais mondiaux ont disparu. Ils ne sont pas disponibles. C'est pratiquement la révolution verte à l'envers. Très peu de gens aujourd'hui savent quoi que ce soit sur la révolution verte qui a eu lieu il y a 50, 60, 70, 80 ans, lorsque les gens ont enfin appris à produire de grandes quantités de nourriture, ce qui a énormément contribué à la croissance de la population. En ce moment, même si tout s'arrêtait maintenant, avec ce pénurie d'engrais de 35%, le monde serait confronté à la famine au cours des 2 prochaines années dans différentes régions du monde. Même aux États-Unis, où nous avons une pénurie d'engrais, nous allons être confrontés à l'avenir à certaines pénuries alimentaires. Et nous sommes probablement dans une meilleure situation que la plupart des gens simplement parce que nous avons autant de pétrole. Maintenant, cela m'amène à autre chose. En ce moment, un grand nombre de pétroliers font la queue pour venir sur la côte ouest ou la côte du Golfe et essayer de charger du pétrole qu'ils ne peuvent obtenir nulle part ailleurs. Évidemment, l'industrie pétrolière gagne beaucoup d'argent à court terme. Mais nous découvrons que nous ne pouvons absolument pas combler le déficit parce que nous ne pouvons même pas charger autant de pétrole dans le temps imparti. Nous entendons aussi des rumeurs à Washington disant que, dans les prochains mois, ils devront arrêter d'exporter du pétrole car il sera nécessaire ici, ce qui entraînera un rationnement inédit pour la population. Je pense que nous devons comprendre l'impact de tout cela sur la situation. Et n'oublions pas, c'est une guerre de choix. C'est quelque chose que Trump a décidé de faire avec l'acquiescement du Congrès. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Il n'y a pas eu d'argument présenté au peuple américain, franchement. Mais le secteur de l'énergie est en ruine. Ça va empirer. La prochaine chose, le pétrodollar. Le pétrodollar a été la source de notre, je dirais, une grande partie de notre prospérité. Et certainement une grande partie de notre richesse. Et c'est l'accord qui remonte aux années 1970, selon lequel, en substance, tout le commerce de l'énergie se ferait en dollars. Et que ces dollars, une fois que cela avait été accompli, reviendraient dans notre économie. Ils investiraient dans nos bons du trésor, aidant à financer notre dette et à financer une consommation à crédit. C'est bien notre modèle actuel, une consommation financée par la dette. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Tout cela est sur le point de s'effondrer brutalement. Beaucoup ignorent cela, non seulement à cause de la fermeture des détroits, mais aussi parce que l'Iran a clairement dit « Achetez ici ce que vous voulez, mais pas en dollars. Cela doit se faire de préférence en yuan, mais nous accepterons aussi les roubles et d'autres devises. » En attendant, une partie de la communauté qui a soutenu ce pétrodollar et la consommation financée par la dette aux États-Unis est composée de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Les Émirats ne sont pas encore complètement détruits, mais je dirais qu'ils en sont probablement à 50 ou 60% et pourraient facilement atteindre 70, 80 ou 90%.
Le Canada, ou excusez-moi, l'Arabie Saoudite essaie actuellement d'exporter à travers le pays via l'oléoduc jusqu'à Yenbo, Jeddah et d'autres endroits, et d'utiliser la mer Rouge. Eh bien, nous avons ce groupe appelé les Houthis, contre lequel l'Arabie Saoudite a mené la guerre pendant plusieurs années. Ils sont en position d'arrêter cela. Ils n'ont pas à couler de navires, il suffit de détruire les installations portuaires, voire simplement frapper l'oléoduc. Et j'avais l'habitude de parcourir cet oléoduc avant la tempête du désert. C'est très visible, c'est très facile. Il n'y a rien de caché à ce sujet. Et les principales installations pétrolières pour le raffinage, la production, etc., se trouvent à Al-Jabael, qui est un immense port situé sur la côte du Golfe. Si cela est détruit, alors je dirais qu'il faudrait peut-être jusqu'à 10 ans pour s'en remettre dans le Golfe. Le président Trump ne semble avoir pris en compte aucun de ces éléments. Cela ne semble pas avoir occupé une place importante dans les discussions, car l'accent, dès le début, a toujours été mis sur Israël. Nous devons faire cela pour Israël. Je ne sais pas si les États-Unis, historiquement, sont déjà allés en guerre exclusivement pour un autre État, un autre pays, surtout que nos intérêts stratégiques vitaux ne sont pas en jeu et que nous ne sommes pas en danger. Maintenant, cela a changé. Mais c'est certain qu'au moment où nous avons déclaré la guerre, ou plutôt nous n'avons même pas déclaré la guerre, nous sommes simplement allés en guerre. Ce n'était pas le cas à l'époque. Et cela nous amène au problème de Donald Trump. Tout le monde demande, quelle est sa stratégie? Que fait-il? Je pense que pour comprendre Donald Trump, il faut accepter cela. J'ai longtemps refusé de l'admettre, mais maintenant, je l'assume pleinement. Nous devons revenir en arrière et regarder son grand mentor, l'homme qui a le plus profondément façonné le caractère, l'éducation et la formation de Donald Trump. Ce n'était pas son père. C'était un homme nommé Roy Cohn. Roy Cohn avait 3 règles pour la vie. Je pense que la première était attaquer, attaquer, attaquer. Ne jamais cesser d'attaquer. En d'autres termes, sois implacable, que tu penses pouvoir gagner ou non, que ta cause soit juste ou non. Ces choses n'ont pas d'importance. Il n'y a aucune morale là-dedans. Si tu veux quelque chose, tu attaques, 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 jusqu'à l'obtenir. Deuxièmement, nie tout. Si tu as fait quelque chose de mal, si tu as commis une erreur, ne t'en fais pas. Ni simplement, nie. Donc ces 2 premières règles sont très importantes. La troisième, c'était de déclarer la victoire en toutes circonstances. Quoi qu'il arrive, tu as réussi. Quoi qu'il arrive, tu es victorieux. Tous les autres ont échoué. Tous les autres sont sans importance. Tous les autres sont stupides. Tu es le génie. Tu gagnes. Déclare la victoire. Passe à autre chose. Eh bien, cela a certainement bien servi le président Trump après tout. Il a déclaré faillite 6 fois. On pourrait presque dire que pour lui et pour beaucoup de gens à New York qui opèrent à ce niveau de centaines de millions et de milliards de dollars, la faillite est un modèle économique. Parce que tu déclares faillite, tu repars à zéro, et tu obtiens de l'argent de quelqu'un d'autre pour construire ce que tu vas essayer de faire la prochaine fois. Donc je pense que si tu comprends ces choses-là, et que tu comprends que s'il existe quelque chose qu'on peut appeler une stratégie, ça relève de ces 3 points. Et il a décidé qu'il allait attaquer l'Iran pour soutenir Israël. Maintenant, pourquoi ferait-il cela? Eh bien, on pourrait passer beaucoup de temps à suivre tout l'argent. Mais clairement, sans les milliardaires sionistes qui lui ont fourni d'énormes sommes d'argent, et qui ont aussi rassemblé les gens dans leur camp. Cela était auparavant contre Trump, parce que l'élection de 2020 était très différente de celle de 2024. Si vous y retournez, Zuckerberg et d'autres, qui avaient dépensé des centaines de millions pour battre Trump, étaient absents. Ils se sont retirés. Et en fait, ils ont commencé à se présenter à Mar-a-Lago pour lui faire allégeance. Ces gens voulaient la guerre contre l'Iran. Ils voulaient la guerre contre l'Iran depuis au moins 30 ans, voire 40, ou même 47 ans. Mais cela ne fait aucun doute depuis 30 ans. Et l'idée a toujours été qu'Israël ne sera jamais en sécurité tant que tous ses ennemis ne seront pas vaincus. Et l'ennemi le plus sérieux, c'est l'Iran. C'était ça, l'argument. Rappelez-vous, l'Iran est le principal soutien du terrorisme dans le monde et tout ça, c'est des conneries. Ce n'est pas vrai, ça ne change rien. La vérité n'a pas d'importance. Vous vous souvenez? Règle numéro 1, on va attaquer. Et puis on se retrouve face à ce problème. Eh bien, général, combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que ça va demander? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire? Et là, on se tourne vers la communauté du renseignement. Vous écoutez vos amis israéliens qui vous incitent à agir. Finalement, on se dit, ça ne durera pas plus de quelques jours, peut-être une semaine. Ils vont céder et on obtiendra ce qu'on veut. Mais ça a échoué. Il n'y avait aucune chance que cela arrive. Et seul un idiot de bas étage aurait pu conclure qu'une telle chose était même possible. Je pense que les Israéliens lui ont simplement menti. Il a choisi de croire ce mensonge. Maintenant,
Il est dans une situation difficile et refuse d'admettre la défaite, niant tout échec. Nous continuons donc d'entendre ce refrain. Nous avons détruit leur armée, ou plutôt leur force aérienne et leur marine. Eh bien, ils n'ont vraiment plus de force aérienne depuis que le chat a quitté le pays. Il n'y a rien à détruire. Et la marine? Eh bien, ils avaient 7 vieilles frégates, qui étaient faciles à cibler et à couler, ce n'était pas un problème. Ensuite, ils ont beaucoup de ces petits bateaux. Ils ont des submersibles sans pilote. Ils ont des engins sans pilote à la surface. Nous ne les avons pas tous touchés. C'est très difficile à faire. Ils ont sûrement des hangars pleins de ces trucs et peuvent en envoyer quand bon leur semble. Nous faisons juste ce que nous pouvons. Mais ils continuent de s'appuyer sur ces indicateurs hérités du Vietnam. Revenez à l'opération Tempête du désert. Vous pouvez écouter Schwarzkopf prendre la parole et dire « Eh bien, aujourd'hui, nous avons détruit 152 pièces d'artillerie et 300 chars. » L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 500 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement. Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance. Et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors, si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent, Je les contrôle. et avec Mintos, Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description. Les codes QR juste ici. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus de ça, un bonus. ne ratez pas ça et bonne chance. Très bien. Nous avons découvert que la plupart de cela, c'était des conneries. Ce n'était pas vrai. Et deuxièmement, ça ne changeait rien. Ça n'a poussé personne à aller nulle part. Ils sont restés là où ils étaient. Nous avons quelque chose de similaire maintenant avec l'Iran. Sauf que l'Iran s'y prépare depuis au moins 20 ans. Ils ont construit d'immenses complexes souterrains. La quantité de dégâts qui leur a été infligée n'est visible qu'en surface. Et cela ne semble pas avoir eu beaucoup d'impact sur leur capacité à continuer de lancer des missiles de toute portée, jusqu'aux missiles balistiques de théâtre. Et ils semblent avoir encore des milliers et des milliers de systèmes sans pilote ou de drones. Donc, cela n'a pas fonctionné. Et il n'y a aucune preuve que l'Iran est affamé. Il n'y a aucune preuve que l'Iran est sur le point de se désintégrer. Il n'y a aucune preuve que l'Iran est sur le point de subir d'énormes troubles. Il existe de nombreuses preuves que nous avons renforcé la cohésion de la société iranienne. Cela soulève donc la question finale. Que faire? Et qu'en est-il du blocus? Eh bien, je dirais que le blocus n'est pas aussi grave que le président voudrait le faire croire à tout le monde. Je pense que le blocus fait partie de cette façade de cessez-le-feu. À quoi sert ce cessez-le-feu? C'est pour se réapprovisionner, rénover, rééquiper, refaire le plein, se réarmer. C'est ce qui se passe dans notre camp. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec les Iraniens. Ils ont été ravitaillés, réarmés, réapprovisionnés par les Russes et les Chinois autant qu'ils le pouvaient. Je pense que beaucoup des pertes présumées de l'Iran ont été compensées, franchement, au cours des derniers jours, en particulier par les Chinois. Et donc, vous savez, le président Trump semble compenser l'absence de résultats en donnant l'illusion qu'il se passe quelque chose. Alors il envoie ses tweets. Oh, eh bien, la Chine m'a promis de ne plus envoyer d'armes. Et ils m'aiment. Je vais les rendre heureux, parce qu'ils vont aussi entrer dans le Golfe. Et ils disent « Très bien, allons-y ». Tout ça, c'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas réel. Puis nous découvrons que lors des derniers entretiens, notre ami J.D. Vance, le vice-président, se lève à plusieurs reprises, sort de la pièce et semble avoir fait état des progrès à M. Netanyahou. Et nous voyons que M. Witkoff et M. Kouchner, deux personnes qui, à proprement parler, ne font pas partie du gouvernement, n'ont aucune crédibilité diplomatique. Ils n'ont jamais fait un tel travail auparavant. Ils se trouvent simplement être des amis milliardaires de Trump, juifs et apparemment sionistes. C'est suffisant pour les qualifier afin d'aller représenter les intérêts des États-Unis et du peuple américain. Mettez tout cela ensemble et vous vous demandez, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Donald? Et je pense que Donald a conclu qu'il n'a qu'une seule option.
et c'est de détruire complètement l'Iran, parce qu'ils pensent que cela entraînera la désintégration de l'État et de la société iranienne, et, en fin de compte, obligera les Iraniens à faire tout ce que les Israéliens veulent qu'ils fassent. Parce qu'après tout, c'est bien de cela qu'il s'agit. Nous ne faisons pas de demande. Nous disons qu'il y a des exigences, mais ce sont des exigences israéliennes. Quelle est la première exigence israélienne? Plus d'enrichissement d'uranium. Absolument hors de question. Ils doivent renoncer totalement, abandonner leur souveraineté pour permettre nos inspections et vérifications. Or, les Iraniens ne le feront pas. S'ils ont tiré une leçon de cette guerre, c'est bien que si vous ne possédez pas d'armes nucléaires, vous êtes vulnérable à une attaque des États-Unis et d'Israël, qui, eux, possèdent tous deux des armes nucléaires. Je pense que les autres exigences sont simples. Vous devez démanteler la plupart de vos missiles balistiques, car ils nous menacent. Nous voulons que vous restiez toujours vulnérables à nos attaques. Donc, cela doit disparaître. Enfin, quelle est la dernière exigence? Je crois que c'est que vous ne pouvez pas soutenir ou collaborer avec vos alliés dans la région. Quoi? Les Iraniens ont répondu « Non, c'est impossible ». Alors vous devez être détruits. Fin de la discussion. Et même si Israël est en très mauvais état, a subi beaucoup de dégâts. Il n'y a aucun doute là-dessus. On n'a évidemment pas le droit de le voir. Mais c'est assez grave. Et un grand nombre de personnes ont quitté Israël en essayant de partir. Évidemment, les citoyens juifs d'Israël. Mais au final, nous attendons tous que le cessez-le-feu prenne fin. Et c'est justement le but. Se réarmer, se rééquiper, vous savez, se réapprovisionner. Donc, cela se termine lundi. Je pense donc que lundi, ils commenceront la mer de toutes les campagnes de bombardement. Ce sera une nouvelle tentative de mener une soi-disant campagne aérienne et de missiles censés gagner la guerre pour mettre l'Iran à genoux. Et cela ne fonctionnera pas. Et après 4 ou 5 jours de bombardements intensifs, de missiles et tout le reste, les Iraniens ne vont pas venir se rendre. Les Iraniens vont continuer à lancer des missiles. La vraie question est-ce qu'on en arrive au point où Donald Trump dit « Eh bien, c'est tout ce que je peux faire. Je ne peux pas faire plus. Je déclare victoire. » Peut-il partir à ce moment-là? Oui. Eh bien, ça dépend de qui vous êtes. Si vous êtes Donald Trump, il se peut que vous ne puissiez pas partir. Les gens diront « Attendez un instant. Vous allez rendre le golfe Persique à ces gens et le détroit aux Iraniens. Vous ne pouvez pas simplement faire ça. » Bien sûr, nous avons déjà fait cela parce qu'avant que la guerre ne commence, tout allait bien. Vous savez, le pétrole coulait. Tous les produits essentiels dont le pétrole entre dans la fabrication étaient fabriqués. Plastique, microélectronique, aluminium, acide sulfurique, engrais. Alors, que pourrait-il arriver d'autre? Eh bien, il y a la Chine. Les Chinois s'intéressent désormais à ces affaires. Rappelons aussi que les Iraniens peuvent exporter du pétrole via des pipelines terrestres. Ils ont accès à la mer Caspienne. Grâce aux chemins de fer et à d'autres moyens, ils peuvent transporter du pétrole vers la Chine. Je ne sais pas combien, mais ils l'ont déjà fait. Ils ont ce système en place, et ils vont le faire. Donc ce n'est pas une perte totale pour l'Iran, comme le président Trump aimerait le croire. Mais est-ce que les Chinois vont s'impliquer d'une manière ou d'une autre? Ils veulent avoir accès au pétrole. Ils veulent avoir accès au golfe Persique. Mais si vous êtes à Pékin, et que vous nous regardez, vous pourriez vous dire, vous savez, ces gens sont des maniaques. Et bientôt, ils vont installer des missiles à Taïwan et nous défier de les attaquer. Ils voudront nous attaquer à propos de Taïwan. Nous ne pouvons pas permettre cela, car récemment, le chef du parti majoritaire à Taïwan a rencontré la direction à Pékin, dont le président Xi, et tous ont affirmé « Tout va bien, il n'y aura pas de guerre. » Il n'y aura pas de guerre. Nous voterons probablement pour rejoindre la Chine. Vous savez, cela va arriver. C'est un retour au programme évolutif qui était déjà en place avant que nous décidions de défier les intérêts de la Chine sur son propre territoire. Peut-être que les Chinois vont s'impliquer maintenant. Je ne sais pas. Ils pourraient. Et il y a aussi les Russes. Et bien sûr, les Russes viennent tout juste de réaliser. Ils estiment à 1000 milliards de roubles un bénéfice exceptionnel au-delà de ce qu'ils obtenaient déjà pour leur pétrole. Lavrov était justement à Pékin. Il dit « Nous allons forer et vous fournir tout ce que nous pouvons, à vous, aux Japonais, aux Coréens et autres. Mais nous veillerons à ce que la Chine obtienne ce dont elle a besoin. » Et maintenant, nous voyons qu'il y a des concentrations de troupes à l'intérieur de l'Ukraine sur 2 axes principaux. L'un part de Soumy et va directement vers l'ouest en direction de Kiev, et l'autre se trouve au sud, qui passerait par Zaporijia, traverserait le fleuve et descendrait vers Odessa. Je ne serais pas surpris de voir Vladimir Poutine dire « Eh bien, à ce stade, finissons-en une bonne fois pour toutes. » Je veux dire, il a effectivement gagné sur le plan stratégique, mais vous savez,
Tout le monde en a assez de cette gêne causée par les drones ukrainiens qui volent, parce qu'ils n'ont plus rien d'autre à envoyer. Ils n'ont plus personne qui puisse attaquer. Ils envoient simplement des gens mourir sur le champ de bataille. Toutes ces choses, d'une manière ou d'une autre, vont finir par converger d'une façon qui sera mauvaise pour nous. Voilà donc mon résumé de ce que j'appelle le chaos mondial, si vous voulez lui donner un nom. C'est comme ça que je le vois. Oui, c'est une analyse fascinante, colonel. Je voulais simplement vous laisser parler, car vous saviez bien rassembler tous ces éléments mondiaux. Je veux dire, je pense que ce que nous voyons, c'est que, jusqu'à présent, nous arrivons à la 7e semaine. À ce stade, je pense que c'est une défaite stratégique pour les États-Unis. Nous n'avons atteint aucun objectif militaire. Je voudrais revenir un peu sur Donald Trump. Et vous savez, est-ce qu'il cherche vraiment, vous savez, une porte de sortie ici? Pensez-vous qu'il va juste se retirer et proclamer la victoire? Comme vous l'avez dit, son mentor lui a conseillé de toujours nier et déclarer la victoire. Pensez-vous que cela pourrait s'intensifier au point de voir des troupes américaines au sol en Iran et que le conflit atteigne ce niveau? Tout le monde s'excite à propos des troupes. Donc, il faut comprendre que les troupes qui ont été envoyées là-bas ou acheminées par avion, peu importe comment on l'appelle, sont en grande partie de l'infanterie légère. Ce sont de bons soldats, de bons marines. Ils sont formés et équipés pour des missions disparues depuis 30 ou 40 ans. Mais nous restons très attachés au passé concernant l'armée américaine. Nous avons toujours une division aéroportée prête à être parachutée quelque part contre un adversaire et à être anéantie. Il y a un livre formidable qui s'appelle « S'épanouir dans l'échec ». Et il parle entièrement des forces aéroportées. Vous savez, il passe en revue toutes les forces aéroportées existantes, combien il y en a et combien il y en avait au départ. Nous sommes ceux qui ont cette grande division remplie d'infanterie légère. Mais en 1991, quand Schwarzkopf, qui était un officier d'infanterie, s'est vu proposer « Pourquoi ne pas prendre la 82e division aéroportée et les parachuter, disons, sur Nazaria, qui était un immense aérodrome près du fleuve Euphrate ?» Il a dit « Vous êtes fous. Comment être sûr que les défenses aériennes ne vont pas s'activer et tuer tout le monde ?» Il a dit « Laissez tomber. Ils n'iront pas. » Donc, quand la 82e division aéroportée a finalement entré, ils sont arrivés en bus scolaire. C'était plutôt humiliant pour un parachutiste, mais ils sont venus en bus scolaire dans le pays. Ensuite, il y a les Marines. Les Marines voulaient organiser un assaut sur le port de la ville de Koweït, et Schwarzkopf les a pratiquement envoyés balader en disant « Vous êtes fous. Vous allez avoir plus de morts à cause d'accidents. » Et on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est trop risqué. Laissez tomber. C'est une perte de temps parce que les Marines avaient essayé de débarquer sur la côte irakienne. Un navire de la marine a heurté une mine et tout s'est arrêté. Que faire contre les mines? Comment être sûr de toutes les trouver? 2 ou 3 suffisent là-bas. En fait, un général des Marines à l'époque a dit qu'il suffisait de voir un groupe de personnes jeter des fûts de 200 litres dans l'eau. Et c'est la fin de l'opération amphibie. Donc, nous avons cette infanterie légère et, vraisemblablement, ils veulent l'utiliser pour s'emparer d'îles dans le golfe Persique, en partant du principe que si vous prenez 2 ou 3 îles, cela change complètement la donne. Je n'ai pas compris comment. Parce qu'au final, aucun des navires qui veulent traverser ce détroit ne sera couvert par une assurance. Lloyd's de Londres refusera. Ils n'en voudront pas tant que la zone reste en guerre. C'est Lloyd's de Londres qui a fermé le détroit d'Ormuz, pas l'Iran. L'Iran contrôle la situation, mais la prise de quelques îles change-t-elle vraiment cela? En supposant même qu'ils puissent atteindre ces îles sans se faire abattre, il leur faudrait ensuite y rester. Cela signifie qu'ils doivent se protéger contre les missiles balistiques tactiques et les systèmes sans pilote. Plus précisément, vous savez, les drones Shahad et toutes ces choses qui arrivent en masse avec des ogives d'une précision redoutable. Je ne vois rien de bon sortir de tout cela. Et je ne pense pas que Donald Trump, comme nous en avons discuté auparavant, soit prêt à admettre la défaite. Donc, je pense que nous allons assister à une dernière tentative spectaculaire d'écraser l'Iran. Après cela, tout est possible. Mais je continue de me demander ce que les Chinois en particulier pourraient faire. Et puis, si vous regardez le reste de la région, les dirigeants israéliens parlent ouvertement d'une manière que je trouve très, très dangereuse, mais ils n'ont pas tort. Mais ils le font publiquement, en insistant sur le fait que la Turquie, ou comme ils disent maintenant, Turquie, c'est ainsi qu'ils veulent que vous le prononciez, est vraiment positionnée pour attaquer Israël. Depuis le début, la Turquie ottomane puis l'État turc actuel ont toujours été la puissance incontournable de la région. C'est une puissance stratégique naturelle, si vous voulez. La dynamique régionale explique cela. En fait, si vous remontez les 2000 dernières années, on peut dire qu'il y a eu 2 grandes puissances. L'une est la Turquie,
et l'autre est la Perse. Maintenant, les Perses ont subi de lourdes pertes, mais ils ne vont pas disparaître. Ils ne vont pas sombrer. Ils ne vont pas se rendre. Israël a subi de terribles pertes. Ce prochain affrontement pourrait, je pense, être fatal à Israël à plusieurs égards. Et les Israéliens, c'est-à-dire le président ou premier ministre Netanyahou et son prédécesseur, Naftali Bennett, ont tous deux déclaré que les Turcs représentent potentiellement une menace encore plus grande pour Israël que l'Iran. Donc, je suppose que l'hypothèse est qu'ils vont maintenant utiliser les forces armées américaines pour attaquer les Turcs. Je ne pense pas que cela va fonctionner. Ensuite, il y a l'Égypte. Et l'Égypte est une poudrière. Et notre ami le général Sissi s'y débat tant bien que mal. Il pourrait être évincé d'une minute à l'autre. Il craint d'agir de peur que cela se retourne contre lui. Mais l'Égypte, sa population et ses forces armées sont en colère et veulent désespérément punir les Israéliens pour ce qu'ils ont fait à leurs frères arabes palestiniens. Et puis c'est bien sûr, vous savez, de l'autre côté, il y a Monsieur Erdogan et ses aspirations ottomanes. Ils ont la plus grande armée de l'OTAN. Ils ont des forces terrestres exceptionnellement compétentes, bien armées, bien équipées. Ils ont des missiles balistiques tactiques, des missiles balistiques mortels, beaucoup de systèmes sans pilote. Ils ont une marine importante qui peut infliger beaucoup de dégâts depuis la mer. Qu'est-ce qui empêcherait les Turcs et les Égyptiens de soudainement agir de façon décisive contre Israël pour en finir avec lui? Pourquoi ne le feraient-ils pas? La haine envers l'État juif dans la région est aujourd'hui plus forte qu'à n'importe quel moment de toute son histoire. Je veux dire, toutes ces choses sont possibles. Je ne suis pas Nostradamus. Je ne peux pas dire ce qui va arriver. Mais les conséquences potentielles sont terribles. Et puis, bien sûr, nous n'avons pas parlé de l'arme nucléaire ou des armes nucléaires qu'Israël a à sa disposition et qu'il pourrait potentiellement utiliser. Maintenant, les Russes ont fait des déclarations menaçantes, avertissant les Israéliens de ne même pas y penser. Les Pakistanais ont promis que si les Israéliens utilisent une arme nucléaire, ils veilleront à ce qu'Israël soit frappé par une bombe nucléaire. Et bien sûr, Les Chinois ont déclaré que cela signerait la disparition d'Israël. On espère donc que cela n'arrivera pas. Mais nous ne semblons avoir aucun contrôle sur Israël. Israël semble avoir beaucoup de contrôle sur nous. colonel, qu'en est-il de Donald Trump? Je veux dire, quand vous le regardez, vous savez, nous l'avons vu partager cette image générée par IA où il est représenté comme Jésus. Il semble que beaucoup de choses folles viennent de la Maison-Blanche. Êtes-vous inquiet pour ses facultés mentales? A-t-il vraiment perdu pied? Est-ce qu'il n'est vraiment plus dans l'état d'esprit nécessaire pour diriger ce pays? Je pense que c'est vrai. Et il y a un moyen d'y remédier. C'est le 25e amendement. Cela implique que le cabinet se réunisse et décide de le destituer. D'après ce que je vois, tout le monde au sein du cabinet vit dans la peur de Donald Trump, probablement J.D. Vance plus que quiconque. Donc je ne pense pas qu'il se passera quoi que ce soit de ce côté-là. Cependant, il y a une possibilité. Si les milliardaires sionistes comme Larry Ellison, Ackerman, Zuckerberg et d'autres dessinent qu'il est devenu plus un handicap qu'un atout pour eux, et leurs objectifs et aspirations, pour ce que j'appellerais la suprématie juive au Moyen-Orient, et potentiellement la domination du monde de la finance internationale. Il pourrait dire qu'il est temps pour lui de partir, ce qui changerait la donne, car ces mêmes personnes contrôlent le Congrès. Combien de personnes se sont levées et ont pris la parole avec force pour demander une fin immédiate du conflit, sur la base de la Constitution, des préférences du Congrès ou autre chose. Combien ont dit « Nous ne financerons plus cela ». Rien de cela ne s'est produit. On trouve quelques républicains, quelques démocrates, mais la majorité reste silencieuse. Donc ce sera intéressant quand Trump tombera pour ça. Et je pense qu'il tombera. Je pense qu'au final, ce sera une catastrophe si cela doit arriver. Il sera puni pour ça. Il sera le bouc émissaire, mais reste acteur principal de sa tragédie. Le Congrès croit pouvoir s'en sortir, mais je ne le pense pas. Je pense que ce qui nous attend sur le plan économique et financier est désastreux. Et les gens vont dire « Comment avez-vous pu nous faire ça ?» Ils seront tous partis. Je pense que ça en a certainement l'air. Ces chiffres dans les sondages sont au plus bas. Je veux dire, on n'est qu'en avril. Je veux dire, il nous reste encore plusieurs mois avant les élections de mi-mandat en novembre. Mais je pense que plus cette catastrophe dure, plus il sera difficile pour Trump de garder le pouvoir. Je pense que cela pourrait être le début de la fin. Oui, la question est, quelle différence font les élections de mi-mandat? Je veux dire, la seule chose que je peux voir chez ce que j'appellerais l'extrême gauche, c'est la haine des personnes blanches, la haine de ce pays, de la civilisation blanche qu'ils méprisent. Je veux dire, c'est assez évident.
Et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour saper l'état de droit et encourager les troubles dans le pays. Ça, c'est l'extrême gauche. Mais sinon, quelle différence? Au final, ils feront tous pareil. Tout vise l'enrichissement personnel. Ils font tous partie de ce que j'appelle la classe Epstein, au sens large. Pour quelle partie de la classe Epstein voulez-vous voter en novembre? Vous avez bien argumenté là-dessus. Je pense que la prochaine étape sera probablement une nouvelle escalade de la part des États-Unis. Après la fin de ce cessez-le-feu, il pourrait y avoir une ultime tentative pour bombarder l'Iran jusqu'à l'anéantissement. Combien de temps pensez-vous que cela va durer? Combien de temps voyez-vous ce conflit durer? Si je pouvais avoir vos prédictions, que voyez-vous pour la suite? Mon impression est que le général Kane, qui est essentiellement le directeur général de cette opération, c'est un aviateur. Il pense en termes de tonnage de bombes, de cibles, d'attaques, et ainsi de suite. S'il entre dans le bureau ovale après 3 ou 4 jours sans preuve concrète d'un effondrement ou d'une désintégration imminente, ils commenceront à parler sérieusement de la façon dont ils vont se désengager. Maintenant, comment vous désengageriez-vous? Il serait intelligent de ne pas recommencer à bombarder, ce serait une perte de temps. J'espère que cela n'arrivera pas. La chose intelligente à faire, c'est de dire « Écoutez, nous avons fait tout ce que nous pouvions, et nous n'avons pas réussi. » Une seule voie s'impose, et ce n'est pas la force militaire. Il faut une conférence internationale où grandes et petites puissances discuteront ensemble pour mettre fin à cette situation. Comment relancer le complexe énergétique et le remettre sur pied? Comment gérer le détroit d'Ormuz à l'avenir? Comme je l'ai dit aux gens, si vous allez dans le détroit des Dardanelles, entre la Turquie et l'Europe, dans le Bosphore, comme nous l'appelons, ce sont les Turcs qui sont chargés de sa gestion. Et cette convention de Montreux a été conclue en 1926, et les Turcs l'ont gérée de manière très efficace et très compétente. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, pourquoi ne pas simplement accepter la réalité et dire qui possède la majeure partie du littoral dans le golfe Persique? L'Iran. Qui est le plus concerné par ce qui se passe dans le golfe? L'Iran. Alors l'Iran peut être rendu responsable de la gestion du détroit. Cependant, cela doit être soigneusement défini, délimité à la satisfaction de tous, comme l'a été la convention de Montreux. Mais vous demandez à Donald Trump de se retourner contre Netanyahou, de se retourner contre les milliardaires sionistes et de dire « Écoutez, on ne peut plus faire ça. Cela nuit aux États-Unis. Vous savez, nous sommes allés trop loin. » Est-ce le genre de personnage qui ferait ça? Je ne pense pas. Je crois qu'il est l'homme de Roy Cohn. Et l'homme de Roy Cohn va dire « Attaque, 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 nie tout. Insiste sur le fait que tout va bien et que tout est une victoire. » Donc je ne fais pas trop attention à tous ces tweets à 2 heures du matin ou à toutes ces publications qui sortent. Je crois qu'une grande partie de tout cela est absurde et que certaines choses sont choquantes. Mais le fait qu'il prétende être une figure christique suggère une certaine instabilité d'esprit que nous ne pouvons pas ignorer. Et puis l'entendre essayer d'expliquer cela et nous dire à tous « Eh bien, je me voyais comme un médecin qui allait guérir les gens. » Incroyable, cet homme doit partir. Je pense qu'il finira par être relevé de ses fonctions. Plus ce sera fait tôt, mieux ce sera. Mais ensuite, que fait-on? J.D. Vance est tout autant dans le camp du Israël d'abord que Donald Trump l'était. Il se peut qu'il y ait plus d'informations sur Trump dans le dossier Epstein, et probablement moins sur Vance, qui sait. Mais la caste Epstein est toujours au pouvoir. Ça ne va pas durer. Ils vont tous tomber à cause de ça. Nous entrons en terrain très dangereux, non seulement à l'échelle mondiale, mais aussi dans notre propre pays. Mais en attendant, vous êtes coincés. Donc, si vous vous débarrassez de Trump et que vous mettez J.D. Vance à sa place, allez-vous obtenir un changement fondamental? C'est ça. Difficile à imaginer. Oui, peut-être que ce serait très difficile à imaginer. Eh bien, colonel, je tiens simplement à vous remercier énormément pour le temps incroyable que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'est toujours tellement fascinant de discuter avec vous. Dites à tout le monde où nous pouvons trouver plus de votre travail. Je sais que vous avez une newsletter Substack qui prend de l'ampleur et qui fonctionne vraiment bien. Faites simplement savoir à tout le monde où nous pouvons vous suivre. Appelez Gregor Warrior Substack, et j'invite les gens à aller y jeter un œil. J'ai fait 2 choses. En fait, beaucoup de personnes m'ont aidé. Non seulement j'ai publié de nouveaux contenus que j'ai écrits au cours des 2 ou 3 dernières semaines, ce que tout le monde semble apprécier, mais il y a aussi... Je publie également des choses qui ont été publiées il y a des années, remontant à 2009, 2008, 2012 et 2017. 18 où je parle de toutes les choses.
franchement, que vous voyez aujourd'hui dans le Golfe. En ce qui concerne l'utilisation des systèmes de frappe, avec ou sans pilote, et leur lien avec la surveillance aérienne, et cette surveillance persistante fournit des données précises pour le ciblage. Donc, l'Iran a effectivement transformé toute la zone située entre 500 et 1000 miles au-delà de ses frontières en une zone létale. Parce que si vous vous présentez là-bas, vous allez être vu, vous allez être détecté. Si l'on peut vous voir, vous serez pris pour cible. Si l'on peut vous prendre pour cible, on peut vous tuer. C'est aussi simple. Voilà comment on fait la guerre au XXIe siècle. Nous utilisons la Seconde Guerre mondiale comme modèle. Ça ne va pas marcher. Colonel, merci encore pour vos analyses remarquables. Je sais que notre public vous adore et j'ai vraiment hâte de m'asseoir avec vous pour apprendre de vous. Nous mettrons tous ces liens dans la description pour que vous puissiez suivre le Substack du colonel. Merci à tous d'être arrivés jusque-là dans la vidéo. Nous sommes ravis de vous proposer les meilleures interviews d'experts géopolitiques mondiaux. Merci pour votre incroyable soutien. À très bientôt dans notre prochaine vidéo.